On commence avec une liste World Eater dans le détachement Berserker Warband. Dans les personnages, on commence avec un prince démon et l'optimisation Helm of Brazen Here. Karn le Félon, un maître des exécutions, équipé de l'optimisation Berserker Glaive ainsi que le Slaughterbound en tant que seigneur de guerre, avec l'optimisation favori de Khorne. Côté unité de ligne, nous aurons 2 unités de 10 Berserk de Khorne. En transport dédié, 2 Rhinos, et pour le reste, 2 unités de 2 rejetons du chaos, 2 unités de 3 octoliers, 2 Féro Centaurus, 1 unité de 10 Jackal, et on finit avec un Féro Cerberus. La base repose sur 2 unités de Berserker de Khorne appuyées par le duo de personnages habituels, Karn, ainsi qu'un maître des exécutions équipé du glaive Berserker. L'ensemble est conçu pour fracasser les lignes ennemies dès le premier tour, voire le second, en créant une menace multidirectionnelle difficile à contenir. Le prince démon de Khorne, muni du Home, apporte à la fois résilience et un impact offensif renforçant la ligne de front. 2 Rhinos permettent de projeter les unités de Berserker en toute sécurité. La présence de 2 unités de rejetons du chaos offre des options de screen, de contournement ou d'occupation d'objectifs périphériques sans compromettre la force de frappe principale de la liste. L'ossature de la liste est solidement renforcée par 2 unités de 3 octoliers dont l'une sera accompagnée du Slaughterbound, mais aussi de 2 Féro Centaurus. Ces derniers offrent un potentiel de tir non négligeable, en particulier contre les grosses figurines et les unités d'élite, tout en restant des menaces de mêlée en cas de besoin. Le Féro Cerberus complète efficacement cet arsenal anti-char et anti-élite, apportant une mobilité et une létalité. Ce choix a été vu dans plusieurs listes du WTC, illustrant une volonté d'élargir la palette tactique de la faction, souvent jugée trop prévisible, en offrant des solutions d'arrivée précipitée. L'unité de Jackal représente quant à elle une unité utilitaire. Prise de flanc, temporisation, sacrifice pour le scoring, bref, leur présence peut s'avérer décisive dans des missions de secondaire demandant des actions. Cette liste incarne une évolution aboutie des World Eaters dans cette 10e édition. Loin d'être un simple rouleau compresseur, elle s'appuie sur une combinaison efficace de puissance brute et d'outils techniques. L'ajout du Féro Cerberus et la redondance des Féro Centaurus témoignent d'une lecture lucide du méta, notamment face à la montée des armées de tir et des unités endurance 11. Bien équilibrée entre pression primaire et réponse à la menace lourde, elle impose un rythme difficile à suivre pour l'adversaire, tout en gardant la capacité de retourner une situation désavantageuse par la simple force brute. Pour ce qui est des forces de la liste, nous avons tout d'abord une saturation au milieu du champ de bataille difficile à contenir, une capacité d'attrition solide contre les armées d'élite ou peu nombreuses, une projection assez rapide et efficace dès les premiers tours, notamment grâce aux Rhinos, aux rejetons du chaos et aux différentes unités mobiles. Une polyvalence tactique surprenante pour une armée qui, en général, est complètement orientée vers la phase de mêlée. Pour ce qui est des faiblesses, il y a déjà une faible présence en phase de tir à longue portée en dehors des Féro Centaurus, une difficulté à gérer les multiples petites unités très mobiles, une vulnérabilité au contrôle du rythme de la partie, surtout si l'adversaire réussit à neutraliser les véhicules comme les Rhinos principalement, mais aussi les Féro Centaurus. Et enfin, il y a une difficulté à préserver ces unités permettant de contrôler les objectifs, surtout en fin de partie, car la plupart des unités n'étant pas du tout conçues pour tenir durablement. Beaucoup de personnes seront surpris, mais ce sera une liste agent de l'Imperium dans le détachement flotte impériale. J'ai trouvé la liste fort intéressante, bien qu'elle ne prenait pas encore en compte les nouveaux coups en poing des chevaliers impériaux. C'est tellement rare d'avoir une liste agent de l'Imperium aussi haut dans le classement d'un événement que j'ai accepté de faire un petit écart. Regardons la liste. Nous avons tout d'abord dans les personnages une assassine Calidus, le Watch Captain Artemis, un navigateur en tant que seigneur de guerre avec l'optimisation Clandestine Opération, un entourage de Rock Trader et 2 Watchmasters. Du côté des unités de ligne, nous aurons 3 unités de 10 vétérans Deathwatch, une unité de 10 Imperial Navy Breacher en transport dédié, 2 Rhinos, pour le reste, 3 unités de Subductor Squad. Et en unité alliée, ce sera Canis Rex. Cette liste agent de l'Imperium marque un véritable tour de force, propulsant une faction atypique jusqu'au podium, grâce à une construction fondée sur le contrôle du primaire et l'exploitation habile des outils de la flotte impériale.
Elle repose sur 3 piliers: des unités d'élite, avec les vétérans Deathwatch et Canis Rex, une occupation obstinée du centre de la table, notamment avec les subducteurs, et des manœuvres plutôt surnoises grâce à l'assassin Calidus, à l'optimisation clandestine opération et à l'entourage du Rock Trader. La présence de 3 escouades de subducteurs difficilement délogeables et capables de saturer le centre du champ de bataille permet à la liste d'imposer un rythme défensif frustrant pour l'adversaire. En parallèle, les vétérans des Swatch apportent une menace de projection efficace, notamment en tirant parti des transports, notamment les rhinos, pour améliorer la portée de projection. La synergie avec le détachement flotte impériale est cruciale ici. Les bonus défensifs, amélioration du commandement, une invulnérable à 5+, ou alors l'amélioration sur la caractéristique de contrôle d'objectif permettent de créer des asymétries décisives au bon moment, retournant un objectif ou achevant une menace. Canis Rex constitue enfin l'ancrage lourd de la liste. Il apporte une projection, de la robustesse, ainsi qu'une gestion efficace de certaines unités problématiques pour la faction. Cette liste fait feu de tout bois: menaces, résilience, mobilité et un jeu de primaire robuste. Dans un méta souvent polarisé entre pression frontale et artillerie longue portée, elle offre une alternative de finesse et de ruse qui fonctionne, pour peu qu'elle soit pilotée avec rigueur. C'est un bijou qui prouve que même les factions les plus marginales peuvent briller au sommet de la compétition. Pour ce qui est des forces de la liste, elle est excellente dans le contrôle du centre du champ de bataille, notamment grâce aux subducteurs qui sont très difficiles à éliminer. Il y a des synergies puissantes, notamment entre les vétérans des Swatch dans leur rhino, permettant d'offrir des menaces flexibles et imprévisibles sur le champ de bataille. Le détachement flotte impériale permettant une modulation précise du rythme de la partie via les améliorations défensives ou de contrôle d'objectifs. Et la présence de Canis Rex apportant une ancre de puissance fiable et une pression à distance qui est non négligeable chez les agents. Du côté des faiblesses, nous avons tout d'abord une faible létalité globale en dehors de Canis Rex et des vétérans Deathwatch, rendant difficile la neutralisation rapide des cibles prioritaires. Il y a une dépendance à un jeu de mission maîtrisé. Une mauvaise lecture ou de rythme dans la partie peut faire s'effondrer votre plan de jeu. La liste reste très technique à piloter, avec trop peu de marge d'erreur dans les placements ou les activations. Et bien sûr, il y a une vulnérabilité potentielle face à des armées qui sont bien plus rapides ou à forte saturation de figurines, pouvant submerger les points névralgiques beaucoup trop vite sur le champ de bataille. Ce sera une liste Thousand Suns dans le détachement Grand Covent. Dans les personnages, on commence avec un sorcier exalté sur son petit disque de Tzeentch et il aura l'optimisation Incandaeum. On rajoute 2 maîtres infernaux, dont l'un sera équipé de l'optimisation Eldritch Vortex of Etaph. Pour ce qui est du seigneur de guerre Magnus le Rouge, on rajoute un sorcier qui lui aura l'optimisation Umbralific Crystal et on finit avec un Tsangor Shaman. Du côté des unités de ligne, grand classique, 3 unités de 5 rubriques Marines. En transport dédié, un Rhino, et pour le reste, 3 Mutalis, un grand bloc de 6 Tsangor éclairés avec leurs espèces de petits arcs, 2 autres unités mais cette fois-ci de 3 de Tsangor éclairés avec leurs petits arcs, et on finit avec un bloc de 10 Tsangor. La combinaison de Magnus, des Mutalis et des unités de tir secondaires comme les Tsangor éclairés fournissent une pression aussi bien sur les objectifs qu'à distance. Le tout s'articule autour d'un noyau de rubriques marines et de différents sorciers qui stabilisent le plan de jeu et exploitent les règles de détachement pour maximiser le rendement de chaque incantation. La triple présence des Mutalis est devenue une signature du détachement Grand Covent. Leur rôle est double. Tout d'abord, générer une pression psychique directe via le bonus qu'ils apportent sur les rituels, mais surtout forcer l'adversaire à s'exposer, sous peine de laisser s'installer une menace trop imposante au centre du champ de bataille. Le jeu du chat et de la souris est renforcé par l'activation de Magnus. Tant que celui-ci n'a pas frappé, l'adversaire doit jongler entre prendre l'initiative et éviter le contre. Magnus, justement, reste une menace incontrôlable pour de nombreuses factions du moment. Son volume de dégâts et sa projection en font un monstre de tempo. Le sorcier équipé de l'Umbralific Crystal ajoute une possibilité de projection inattendue, parfaite pour punir un flanc mal tenu ou assurer un briseur de ligne au moment le plus opportun. Enfin, les Tsangor éclairés permettent un harcèlement léger mais fiable, tant en dégâts qu'en scoring, notamment contre les armées MSU ou peu véhiculées. C'est une liste dont la force réside autant dans la menace de ses pièces maîtresses que dans
leur combinaison subtile de rituels. Difficile à prendre en défaut si elle est pilotée avec sang-froid. Elle crée un étau autour de Magnus et des Mutalis, forçant des choix impossibles de l'adversaire. Elle n'écrase pas toutes les armées, mais impose à l'adversaire un style de jeu défensif et souvent contre nature. Le Grand Coven reste ainsi l'un des détachements les plus complets et menaçants de la méta. Pour ce qui est des forces, il y a une pression psychique constante, notamment grâce au bonus des Mutalis, couplé à des mécaniques de projection brutale. Magnus est capable à lui seul de disloquer une armée ou de retourner le tempo d'une partie. La liste a une excellente flexibilité sur les objectifs secondaires grâce aux sorts et aux unités de harcèlement, ainsi qu'un accès à des outils techniques comme l'optimisation de l'embraléfique cristal, des Tsangors éclairés, etc. permettant des réponses imprévues. Côté faiblesse, vous avez une forte dépendance à l'activation correcte de Magnus. Une erreur se paye très cher, et souvent par la perte de celui-ci. Vous avez une faible présence défensive sur les flancs, les rubriques et les Tsangors éclairés ne tiennent pas seuls sous pression. Vous devrez alors toujours prévoir un plan B. Il y a aussi une résilience illusoire. Si les mutalistes viennent à tomber trop facilement, la liste peut s'effondrer très rapidement, car en dehors des mutalis et de Magnus, il n'y a pas grand-chose de résilient dans la liste. Et enfin, il y a une faiblesse face à certaines listes agressives comme les World Eaters ou les Tyrannides à titre d'exemple qui sont capables de forcer l'échange très tôt dans la partie. Nous finirons ce top 4 avec une liste Empire tôt dans le détachement Kroot Hunting Pack. C'est le deuxième événement que la même liste et le même joueur remportent. Mais sincèrement, que se passe-t-il chez les Kroot? Allez, regardons la liste. Dans les personnages, on commence avec 2 Kroot Flesh Shaper. À cela, on rajoute 2 Kroot Lone Spear, dont l'un sera seigneur de guerre. Ensuite, un Kroot Trail Shaper équipé de l'optimisation Nomadic Hunter. Et enfin, un Kroot War Shaper avec l'optimisation Root Carved Weapons. Du côté des unités de ligne, nous allons retrouver 2 grands blocs de 20 Kroot carnivores et 4 unités de 10. Pour le reste, 2 unités de Kroot Farstalker, 3 unités de 5 chiens Kroot, 3 unités de 6 Krootox Rampager et 3 unités de 3 Krootox Raider. Le tout repose sur un véritable raz-de-marée de figurines. 80 Kroot carnivores répartis en 6 unités, renforcés par 24 figurines de Farstalker, 15 chiens Kroot, 18 Krootox Rampager et 9 Riders. Chaque unité contribue à l'occupation du terrain, au scoring agressif et au verrouillage des mouvements adverses. La densité d'unités et le volume de contrôle d'objectifs permettent une emprise constante sur les objectifs, y compris face à des armées de saturation bien supérieures, comme par exemple les chevaliers impériaux. La structure est intelligemment pensée. Les 2 Kroot Lone Spear apportent un impact ponctuel tout en profitant de leur capacité de relance des touches. Les Flesh Shaper ajoutent un soutien crucial pour le maintien des lignes, tandis que le Trail Shaper et le War Shaper structurent le dispositif avec des aptitudes clés comme le Nomadic Hunter ou l'arme Root Carved Weapons, ou l'optimisation Root Carved Weapons permettant d'exploiter à plein régime les capacités du détachement. Face à des colosses comme Canis Rex ou les Cerastus Lanceurs, la liste ne cherche pas à rivaliser sur la létalité brute. La place, elle mise sur le rythme de la partie. Fixer les adversaires avec des écrans de Kroot, temporiser la partie en couvrant les objectifs avec des unités difficilement ciblables, comme par exemple en utilisant leur stratagème d'agent solitaire à 18 pouces, et user du nombre pour saturer les zones d'interdiction. Le style de jeu évoque ici celui des cultes Genestealers, ronger ligne par ligne en accumulant la pression physique des figurines sur la table jusqu'à étouffer la mécanique adverse. Le choix de ne pas intégrer de véhicules lourds comme les Hammerhead ou les Skyray renforce cette orientation SKU, c'est-à-dire extrême, asymétrique. Une armée hyper mobile, très large, avec un potentiel de scoring difficile à contrer sur les scénarios, aussi bien primaires que secondaire. Dans une méta où les anti-chars et les armes à haute pénétration d'armure sont omniprésentes, proposer une saturation de profil léger oblige l'adversaire à jouer en dehors de ses standards. Cette liste pousse à son paroxysme l'approche mission first entre guillemets des taux. Elle abandonne toute prétention à dominer le champ de bataille par la force brute pour embrasser une stratégie de submersion, de fixation et de projection. Le Kroot Hunting Pack, autrefois détachement de niche, démontre une seconde fois, ici, sa
capacité à rivaliser avec les meilleures armées du moment en combinant mobilité, scoring et déni de jeu. Une seconde performance impressionnante et un exemple parfait de l'adaptation des taux dans une méta dominée par les chevaliers ou les listes chassant ces chevaliers. Du côté des forces, nous avons tout d'abord une extrême saturation du champ de bataille par le nombre d'unités et de figurines via la dispersion des menaces, un volume massif de contrôle d'objectifs rendant les objectifs primaires très difficiles à contester, de multiples unités peu exposables, parfait pour abuser du stratagème d'agent solitaire 18 pouces sur une unité que vous allez vous permettre d'exposer. Vous avez aussi une forte adaptabilité face aux listes anti-élite devenant inefficaces contre cette marée de croûte. Du côté des faiblesses, nous avons une absence de tir longue portée ou de menaces crédibles à distance contre des véhicules lourds, une dépendance au mouvement et à l'intégrité des écrans pour conserver la pression, une faible létalité face aux armées très résilientes ou dotées d'insensibilité à la douleur. Mais la liste nécessite aussi une excellente planification des missions secondaires et de placement pour scorer durablement. La moindre faille ou la moindre erreur de positionnement peut vous coûter très cher. Une petite parenthèse avant de continuer avec la suite des top lists. Si vous appréciez le contenu que je vous propose sur la chaîne, n'oubliez pas de vous abonner, de liker la vidéo et de laisser un commentaire. Ce sont des gestes simples, mais ils font vraiment la différence pour soutenir mon travail et m'aider à faire grandir la chaîne. Vous pouvez aussi me soutenir quand vous faites vos achats sur MyHobbyPlace. Il vous suffit de sélectionner ma chaîne au moment de valider votre commande. MyHobbyPlace me reverse alors 5% en bon d'achat et j'en réinvestis la moitié directement dans les lots pour les tournois que j'organise pour la communauté 40K. Et pour ceux qui souhaitent aller encore plus loin, j'ai également une page Tipeee. En la rejoignant, vous bénéficiez de plusieurs avantages, d'accès anticipé aux vidéos, un visionnage sans publicité et d'autres bonus exclusifs. En tous les cas, merci à tous pour votre soutien. C'est grâce à vous que je peux continuer à produire ce contenu et à organiser toujours plus d'événements et de projets. Allez, je ne vous embête pas plus, on reprend avec la suite de la vidéo. On aura une liste Necron dans le détachement Arsenal Brisastre. Dans les personnages, on commence avec une catacombe commande barge, qui aura l'optimisation Dread Majesty, Imhotep The Stormcaller, deux Technomancer, le premier avec l'optimisation Chrono Impedance Field et le second avec l'optimisation Demanding Leader. À cela, on rajoute en tant que seigneur de guerre, le roi silencieux. Pour le reste de l'armée, nous aurons un Canoptech Reanimator, une seule Canoptech Spider, deux grands blocs de 6 Canoptech Spectre, une unité de 2 Cryptocères, 2 Arches du Jugement Dernier, et enfin une unité de 3 Destroyers Ophidiens. La liste repose sur une structure dense et équilibrée, articulée autour d'un double noyau, la résilience des spectres en mêlée et la puissance de feu à longue portée assurée par les Arches du Jugement Dernier et le Roi Silencieux. La présence de 2 unités de 6 spectres offre un verrouillage de la table redoutable. Leur mobilité, leur solidité naturelle et la possibilité d'être réparés via les Technomancers et le Réanimator en font un mur mouvant difficile à franchir pour les armées de mêlée. Leur capacité à tenir des positions avancées ou à contrer une poussée prématurée donne une énorme marge stratégique sur les premiers tours. En soutien, les doubles Arches du Jugement Dernier fournissent une saturation anti-char efficace à longue portée, ce qui est précieux dans une méta peuplée de machines et de monstres. Le Roi Silencieux, en tant que pièce centrale, consolide ce plan. Il renforce la létalité à mi-portée, apporte des relances et joue un rôle essentiel via son contrôle d'objectifs élevé, sans parler de ses multiples couches de règles. Autour de ce tronc central, la liste déploie une série d'unités de soutien fonctionnelles. Imhotep pour la génération de points de commandement, facilitant l'utilisation de certains stratagèmes coûteux, les Cryptocères pour protéger les personnages et augmenter la distance de cohésion, la Spider pour l'insensibilité à la douleur, notamment contre les blessures mortelles, rendant ainsi la liste complètement cauchemardesque pour toute armée basée sur celle-ci, et les Destroyers Ophidiens comme menace secondaire de mêlée, mais surtout pour punir les armées trop statiques afin de valider des objectifs secondaires. Cette liste Necron s'impose comme l'un des archétypes les plus équilibrés du moment.
combinant solidité, projection et létalité mesurée. Elle ne cherche pas à écraser l'adversaire par une agressivité brute, mais à l'étouffer méthodiquement en limitant ses options et en contrôlant la table. Le double pack de spectres agit comme un verrou contre les assauts rapides, pendant que les arches du jugement dernier et le roi silencieux exécutent le plan de démolition à distance. Une liste qui demande un pilotage rigoureux, mais qui peut clairement dominer les armées mal préparées. Un excellent choix compétitif, renforcé par les évolutions récentes du méta. Pour ce qui est des forces, nous avons tout d'abord un double bloc de spectres extrêmement résilients, idéaux pour bloquer ou absorber les charges, une forte puissance de feu anti-char longue portée avec le roi silencieux et les arches du jugement dernier, une capacité à contrôler durablement la table grâce à la résilience des unités et particulièrement aux réanimations et réparations, une bonne couverture sur toutes les phases du jeu avec des outils contre toutes les menaces. Pour ce qui est des faiblesses, la liste est peu flexible face à des stratégies de saturation ou de submersion, typiquement le culte Genestealers ou la liste Kroot que nous avons vu précédemment. Il y a aussi un risque de s'enliser face à des armées plus rapides et capables d'ignorer les spectres. Une dépendance importante au roi silencieux, si vous le perdez trop tôt dans la partie, cela peut être beaucoup plus difficile que d'habitude de remonter le score. D'ailleurs, vous êtes aussi vulnérable à cause du détachement aux assassins Calidus, voire à des tirs anti-chars ciblés pour essayer de sortir le roi silencieux. Vous avez aussi un manque d'unités de scoring secondaires ou sacrifiables pour jouer certaines missions spécifiques. Vous n'avez pas par exemple de dépeceur, vous avez seulement une unité de 3 destroyers ophidiens. Ce sera une liste Blood Angel dans le détachement Liberator. Dans les personnages, on commence avec un capitaine standard qui aura l'optimisation Rageful Warrior, un chapelain en tant que seigneur de guerre qui lui aura l'optimisation rapidité du Primarque. À cela on rajoute un grand classique, le chef librarian Mephiston, un capitaine de la Death Company, les Martes, ainsi qu'un lieutenant en armes combinées. Du côté des unités de ligne, nous aurons une unité de 5 intercesseurs, en transport dédié, un impulsor, et pour le reste, 3 unités de 5 intercesseurs d'assaut avec réacteur dorsal, un bloc de 6 Blade Guard, un bloc de 10 Compagnie de la Mort en réacteurs dorsaux, ainsi qu'une plus petite unité de 5, 2 unités de 3 Outriders, 2 unités de 5 Scouts, une unité de vétérans Stenguard et enfin une unité de vétérans Vanguard en réacteurs dorsaux. Le principe de la liste s'appuie sur la synergie entre les unités à réacteurs dorsaux, les personnages et un plan de jeu résolument offensif, sans pour autant sacrifier le contrôle du rythme de la partie ou la capacité à jouer les missions. 3 unités d'intercesseurs d'assaut avec réacteurs, ainsi qu'une vétéran Vanguard et 2 unités de Compagnie de la Mort constituent la colonne vertébrale de la projection. Leur mobilité leur permet de menacer la table en largeur comme en profondeur, tout en mettant sous pression les zones clés à chaque tour. La présence de Lemartes, du capitaine de la Compagnie de la Mort et de Mephiston renforce cette capacité à frapper vite et fort, tout en assurant des améliorations localisées décisives au moment de l'engagement. Le capitaine et le chapelain incarnent un double pivot d'un côté, la brutalité ciblée avec le Rageful Head, et de l'autre, le contrôle de l'engagement avec la rapidité du Primarque, permettant à certains assauts d'intervenir dans la timeline de l'ennemi. Cette coupure dans l'ordre d'activation des unités limite l'impact direct des autres armées de mêlée. L'unité de Blade Guard, protégée et soutenue par le chapelain, offre une force d'ancrage au milieu du champ de bataille, résistante, dissuasive et surtout difficile à ignorer. Elle permet aux unités plus fragiles de jouer en périphérie, tout en maintenant un socle de scoring fiable sur les objectifs. Les unités plus légères, les scouts, les intercesseurs et les outriders participent à la prise d'espace et à l'épuisement des ressources adverses. Cette liste Blood Angel s'inscrit dans une logique de saturation multiniveau, alliant tempo élevé, pression frontale et une redondance de menaces. Capable de rivaliser avec les meilleures constructions de mêlée du jeu, elle exploite au maximum les forces structurelles du Liberator tout en conservant une marge d'adaptation face à des adversaires plus mobiles ou plus létaux à distance. Le tout forme une proposition solide, brutale et difficile à contrer sans préparation spécifique.
Pour ce qui est des forces de la liste, il y a une pression offensive continue grâce à une redondance d'unités à réacteurs dorsaux, une excellente capacité de projection et de saturation en milieu et fin de partie, une synergie forte entre les personnages et leurs unités de mêlée, une bonne gestion du rythme de la partie avec des unités d'ancrage et des pièces de contournement. Du côté des faiblesses, il y a notamment une fragilité relative face à des frappes d'ouverture très explosives, c'est-à-dire des armées capables d'être aussi rapides et aussi impactantes que les Blood Angels, une difficulté à résister à des listes de tirs indirects ou un volume très élevé de figurines. Vous avez aussi une dépendance forte à l'activation de certains personnages pour maximiser la létalité. Si vous les perdez trop tôt dans la partie, cela peut devenir problématique. Et enfin, vous avez un scoring secondaire potentiellement irrégulier si l'adversaire nie les zones neutres. C'est-à-dire que grâce à une mobilité réactive, l'adversaire peut vous empêcher certaines charges et ainsi vous contourner et détruire vos unités afin de pouvoir vous empêcher de scorer, notamment sur le primaire. On finira avec une liste Black Templar dans leur nouveau codex avec le détachement Gladius. Pour les personnages, on commence avec un capitaine équipé de l'optimisation l'honneur véhément. On rajoute 2 Castellan, un champion de l'empereur en tant que seigneur de guerre, équipé de l'optimisation armure d'artificier. Et on rajoute 2 marshals. Côté unité de ligne, nous allons avoir une unité d'intercesseur d'assaut en transport dédié, un impulsor, et pour le reste, 2 unités de 5 intercesseurs d'assaut en réacteur dorsal, 2 Dreadnought Ballistus, une unité de 3 Outriders, 2 répulseurs exécutionneurs, une seule unité de 5 scouts et 2 unités de 4 frères d'épée. Côté unité alliée, on finira avec l'assassin Calidus. La liste s'inscrit dans la veine du Hero Hammer structuré autour de petites unités d'élite puissamment renforcées par des personnages et abritées dans des coques blindées. Elle associe des briques d'assaut compactes à une puissance de feu lourde déléguée au véhicule, le tout encadré par une myriade de personnages apportant relance, synergie et menaces individuelles. La projection repose sur 2 unités de frères d'épée en escouade réduite, chacune escortée par une combinaison de personnages, Marshall et Castellan. Grâce à la règle du détachement, ces 2 unités deviennent extrêmement efficaces, enchaînant les relances ou stratagèmes gratuits, ce qui maximise leur létalité sur un tempo très court. Cette structure permet à la liste de neutraliser des cibles clés dès les premiers échanges en minimisant l'exposition de ses ressources vitales. Les transports comme l'impulsor ou les 2 répulseurs exécutionneurs jouent un rôle central. D'une part, ils protègent les frères d'épée ou les intercesseurs d'assaut jusqu'au moment de l'impact. D'autre part, ils fournissent un socle de tir lourd, couvrant les lignes de tir et soutenant la pression. Leur combinaison avec les Dreadnought Ballistus crée un fond de table très dissuasif, capable de gérer aussi bien les véhicules que les grosses unités adverses. Les personnages, quant à eux, incarnent un style très Black Templar classique. Ils sont brutaux et agressifs. Le champion de l'empereur, avec son armure d'artificier, se positionne comme une pièce de contre-charge, particulièrement efficace contre les unités d'élite, tandis que le capitaine, avec l'honneur véhément, représente une force de frappe autonome, capable de décapiter une ligne adverse ou de nettoyer un flanc. L'assassin Calidus renforce encore cet effet de dissuasion, en perturbant l'économie en point de commandement adverse. Les unités de prise d'espace, comme les scouts, les outriders ou les intercesseurs d'assaut, sont là pour établir le tempo et accompagner les frères d'épée dans leur montée en puissance. Elles facilitent le contrôle des zones intermédiaires tout en mettant une pression constante sur les objectifs secondaires et les lignes adverses. Cette liste Black Templar capitalise sur la structure polyvalente du détachement Gladius pour proposer une variante très offensive, construite autour de l'effet de surprise et de la pression concentrée de micro-blocs mortels. Bien qu'elle repose sur peu d'unités vraiment dominantes, leur optimisation extrême en font un outil chirurgical capable de briser des plans de jeu adverses en 2 temps. Une liste redoutable qui pourrait s'imposer comme l'un des archétypes majeurs, à surveiller de très près, surtout depuis le dernier rééquilibrage. Pour ce qui est des forces, ce sera très simple. Létalité immédiate via les frères d'épée et les personnages, une synergie puissante avec le détachement Gladius, un excellent mix entre projection, résistance notamment grâce au transport, et une capacité à neutraliser une menace clé dès les premiers tours. Côté faiblesse, il y a tout de même un faible nombre d'unités, chaque perte est assez critique, une dépendance forte aux personnages pour maintenir l'efficacité, et une fragilité des frères d'épée hors transport ou sans couvert. Et enfin, la liste peut être difficile à jouer contre les armées saturant les objectifs avec de multiples petites unités.